Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on aille regarder une émotion en particulier, l'émotion de la peur. Juste en posant le sujet comme ça, qu'est-ce qui vous vient? Julie, Moi, je suis partie sur un animal. Alors, ça ressemble plus, c'est pas important en fait le type d'animal. Je suis plus sur un type de canidé sauvage. Et ça me renvoie à l'utilité première de la peur. De la peur primordiale qui permet d'évoluer dans la nature et sur Terre, et qui est avant tout une communication entre l'extérieur et la sécurité de l'animal. Et quand je dis extérieur, ça me fait ressentir tout le champ informationnel extérieur. C'est-à-dire pas simplement quelque chose qui peut être généré par sa vue ou ses oreilles, mais des vibrations, des fréquences qu'il peut recevoir qui représenteraient un danger pour lui. Et la peur que ça génère, c'est un moyen de survie. D'accord. Ok, très bien. Mélanie, qu'est-ce que tu as? Alors, moi, j'étais déjà, je l'ai déjà ressenti, en fait, dans mon corps. Et donc, en visuel, j'étais sur plutôt une connexion à un champ d'information, un égrégore, en fait, plutôt qui relève du cauchemar. Donc, comme si j'étais baignée dedans et pris dans ce cauchemar et dans cette information sans lien, c'est-à-dire sans une peur qui vient du mental, par exemple, mais du coup quelque chose que tu ressens de par ton corps parce que tu es pris et baigné dedans. D'accord. Ok. En fait, ça m'amène à regarder le schéma et le circuit de la peur, et donc en opposition avec ce que décrit Julie sur la peur primordiale, qui n'a pas du tout dans le corps le même schéma, le même fonctionnement, et ça appelle pas la même chose, parce que la peur sur laquelle je suis, c'est une peur comme si elle venait t'étouffer, qui était complètement paralysante, alors que la peur animale primordiale, c'est au contraire une peur qui active plein de réseaux nerveux et tout ça, qui peut amener à plutôt une hypervigilance et une capacité à agir. Alors, c'est super intéressant, très bien. Donc, on va dire qu'il y a une peur primaire, primale, primordiale, où ce sont c'est le corps qui réagit, et une peur qui est plutôt mentale, qui finalement paralyse le corps. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça? D'accord. Ouais. Oui. Très Et bien. la peur primordiale, elle laisse pas de traces de mémoire. Elle imprime pas de mémoire. Elle s'imprime pas. Ok, très bien. Alors la peur mentale s'alimente, tu vois. Ce que j'appelle un égrégore ou champ informationnel peut être entretenu par le mental et les croyances et tout ça. Super, ok. J'aimerais que, si c'est possible, si ça a du sens, on aille vraiment à l'origine de la peur, de cette émotion-là. Dans la constitution, en fait, même dans l'essence même de l'être humain, ou en tout cas des êtres qui connaissent cette émotion-là. Pourquoi a-t-elle été implantée, si elle a été implantée? Et quel était son but de départ, en fait? Alors, vous me direz si cette question a du sens ou pas.
Ouais, vas-y Mélanie. Alors là, du coup, moi, je suis remontée sur les différents champs de conscience, animal, végétal, minéral. Donc, voir à partir de quel champ de conscience déjà la peur apparaissait. Donc, dans le minéral, je la capte pas. Il y a une très grande neutralité. Et déjà, à partir du végétal, il y a quelque chose qui peut être un prémisse de peur, en tout cas de réaction chimique à une agression extérieure. Ok. Et là, il n'y a pas de mental, hein, il n'y a pas, pas de cerveau, donc c'est vraiment quelque chose qui est pur dans l'instant et qui est en réaction avec l'interaction avec un autre, avec autrui, enfin un autre élément, parce que à partir du végétal, il y a une individuation, il peut y avoir 2 arbres, 2 plantes, et donc déjà à partir du moment où il y a une interaction avec 2 éléments, ce phénomène peut apparaître parce que l'autre peut être un danger pour soi. Mais ok, alors là, ce que tu observes, on est déjà dans les notions de danger, d'agression, d'inconnu, de méfiance. Alors, Non. pour pas méfiance, non, Alors, parce que je pour suis deux sur le végétal. plantes, bien sûr. Non, mais en fait, tu induis la notion de danger. Pourquoi il y a cette notion de danger? Alors, peut-être que finalement, la peur n'est que la conséquence d'un autre, comment dire, une Là, ça me autre parle, cause qui est le ouais. danger. Là, ça me parle d'espace vital. Donc, ça me montre en fait la plante et son besoin. Alors, on est sur Terre, hein. La plante et son besoin pour vital. Donc, Oui. l'espace dont elle a besoin et les ressources dont elle a besoin. Et qu'en fait, la croissance du tout se fait toujours les uns en fonction des autres. C'est-à-dire que s'il y a une plante qui croît et qui vient entamer l'espace vital d'une autre plante, ça veut dire que l'autre plante va se sentir envahie, donc entre guillemets agressée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose de chimique, hein, c'est les prémices de la peur et qui va comme ça en harmonie récupérer aussi son espace. Et en fait, quand je vois une forêt qui pousse, c'est comme une danse en fait des uns par rapport aux autres, où il y en a une qui va aller rechercher son espace vital, empiéter sur l'autre, et l'autre, par cet envahissement de son espace vital, va avoir cette réaction chimique qui va lui permettre lui de le récupérer pour que, en fait, son perpétuelle recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc, pour Alors, enlever le mot agression, oui. dans le Alors, sens là. voilà. Alors, du coup, est-ce que c'est plus une question de vocabulaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans les prémices d'un sentiment d'agression, même si c'est trop fort, on l'a bien compris, mais plutôt une recherche d'équilibre? Ouais. En fait, Est-ce c'est qu'à les partir prémices d'une sensation de déséquilibre. et donc d'équilibre, et donc de recherche d'équilibre. Et est-ce que dans cette sensation-là de déséquilibre-équilibre, il y a déjà une sorte de stress, de début de vigilance, de perception de l'autre quel qu'il soit, comme étant un possible perturbateur? Alors, le stress, oui. Après, il n'y a pas de connotation mentale, en fait, hein. Bien sûr. Mais le stress, oui. Et en fait, c'est le stress. Le stress est nécessaire pour activer les ressources. Super. Donc, je Julie, vois une plante qui se fait... Vas-y. Une plante qui se fait, entre guillemets, étouffer dans son espace vital, ça active des ressources qui fait qu'il va avoir... il va croître de façon à récupérer son espace vital. D'accord. Alors moi, j'ai forcément
une question puisque j'essaye de... Ouais, Julie, je pose ma question et puis après, c'est à toi. Pour aller vraiment à l'origine, est-ce que c'est un principe de vie ou d'expansion de la vie de croître et de trouver l'équilibre dans le déséquilibre par ce frottement, par ce stress? Est-ce que c'est finalement ce stress-là, c'est comment dire, l'essence, le moteur qui va permettre le développement de la vie? Vas-y, Julie. Je laissais Mélanie parler parce qu'elle était vraiment sur la plante. Parce que je répondais plus à la question à quel moment est-ce qu'on a entre guillemets basculé entre une peur de vie et donc qui répond à ta question qui est une peur qui permet d'évoluer, de grandir dans le monde sur Terre, dans l'équilibre terrestre, au moment où comme s'il y avait eu un bascule avec des peurs projetées et qui restent imprimées dans le cerveau. Donc je suis arrivée dans une tribu, un groupe, c'est pas une tribu, un groupe, les premiers hommes qui vivaient en caverne, et avec un mode de vie très primaire. Et on m'a montré que la notion de peur qui s'installe au niveau du cerveau apparaît en même temps que le langage, et le langage exprimé, pas forcément des mots, mais avec une intention d'exprimer et aussi de raconter. C'est-à-dire à partir du moment où ils arrivaient à raconter des événements, à avoir une notion de passé et présent, même si c'est primaire, il y a quelque chose dans la construction construction du corps mental, d'un corps mental, sur lequel pouvaient rester accrochés des peurs. Parce que avant, par exemple, quand des hommes, je dis hommes avec un grand H, partaient chasser, il y avait de la peur qui pouvait apparaître au moment de la chasse, mais l'événement restait au moment de la chasse avec le stress, et quand il revenait, il n'y avait pas forcément l'expression et la narration de l'événement. Donc les personnes qui réceptionnaient les chasseurs ne réceptionnaient pas le stress qu'ils avaient vécu et tout ce qui s'était passé. Donc il y a un moment où le langage s'est un peu plus développé, et il y a eu ce passage où on commençait les narrations des événements, des chasses, des rencontres, et ça a commencé à construire un imaginaire collectif dans lequel le stress et donc cette projection du danger raconté, de possibilités de danger, ça a commencé à s'ancrer. Ok. Très intéressant. Ok. Mélanie, est-ce que tu veux poursuivre sur ce que tu voyais ou ajouter quelque chose pour ce que dit Julie? Pardon. C'était pour finir Oui. sur les plantes, donc de ta question. Donc je crois que la réponse c'était oui à ta question. Donc il faut un stress. Un des principes de vie, c'est justement ce stress-là, en tout cas on appelle ça comme ça, qui permet son développement et son équilibre. Ouais. Donc ça c'est sur le fonctionnement végétal. Ok. Donc si tu... En fait, c'est comme j'ai écouté ce que disait Julie, j'ai lâché l'information du végétal, et il y avait une notion par rapport à la peur, une notion d'individuation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le langage qui s'est développé, mais il y a eu aussi l'individuation et la conscience de la mort qui a ajouté encore plus la peur, parce que c'est la peur de perdre l'autre. Et quand tu es sur le plan végétatif, donc le plan minéral, c'est vraiment un tout, donc il n'y a aucune concurrence. Le plan végétatif, il y a des individus, mais qui sont encore complètement interconnectés par la racine et par l'eau.
Et le plan, alors je n'ai pas encore été exploré sur le plan animal, mais le plan humain, il y a une individuation, voire une déconnexion au tout, qui fait que quand l'autre part, c'est pas comme s'il se réintégrait dans le champ informationnel. Enfin, c'est pas perçu comme s'il serait intégré dans le champ informationnel, comme une plante qui part, mais dont l'énergie se redistribue. Qu'est-ce qui fait que l'homme prend conscience ou par quel principe, quel événement, qu'est-ce qui se passe physiquement pour que il commence à ressentir justement la notion de peur de la mort, de séparation, Alors de tristesse. là je suis, ça m'envoie vers les animaux et la maternité. Donc en fait, donc l'attachement, le détachement. Voilà, j'avais la question par rapport à l'attachement et donc la prise de conscience d'individuation, c'est à partir du moment où il y a eu la reproduction. Alors là, je suis avec une louve et c'est chaud. En fait, je regardais les animaux, voilà, s'ils ont un attachement, un affect, et donc ça me montrait justement le fait d'à partir de soi, de créer la vie. La connexion était là, et puis l'attachement est là, et du coup du 1, on fait plein de petits, et la connexion se fait à ce moment-là. C'est la prise de conscience de l'un de l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Oui. Les animaux sont sur une conscience groupe, mais la reproduction, ils commencent déjà à être aussi individués parce qu'ils ont la reproduction. Et les humains sont, pour certains, déconnectés de la conscience groupe. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être toujours isolés, et du coup, ça fait aussi des énormes peurs. Parce que d'être dans la conscience groupe, ça permet aussi de nettoyer toutes ces peurs. D'accord. Quel est l'intérêt de ressentir l'attachement? Quel a été l'intérêt? Ça a aidé à créer le groupe. Et le groupe, et à structurer le groupe, ce qui permettait une survie plus importante. Et là, on fait sentir la différence entre attachement, donc qui peut relier les membres d'un groupe, avec l'affect. C'est deux éléments qui ont évolué différemment, qui sont très proches, mais qui peuvent être séparés également. C'est-à-dire on peut avoir un attachement avec des personnes proches, mais avec un affect différent, même si tous les membres avec qui on a un attachement sont normalement au même niveau. L'affect va être différent selon la personne. Et il peut y avoir de l'affect avec une personne qui ne fait pas partie du premier groupe. Ok, très bien. Mélanie, est-ce que tu as un complément ou autre chose? Ouais, par rapport justement avec cette maman louve qui a le programme de la maternité, et en fait je vois que par rapport au bébé, il y a quelque chose qui active, donc c'est au niveau hormonal, la peur, un peu l'attachement chez la maman, parce que tant qu'il est petit et pas autonome, si la mère se sépare de lui, il vit pas. Donc il y a quelque chose au niveau hormonal qui crée un tout où la connexion est encore là. Je vois quand il tète, entre autres, il y a tout un schéma. Et par contre, chez l'animal, le fait de grandir, la séparation n'est pas, on n'est pas dans l'attachement comme avec les humains. C'est-à-dire que ça fait pas partie de peur dans la maternité qu'à un moment le bébé prenne son indépendance. Donc là, ça active pas de peur de perte, sauf
en fait, au moment du tout petit âge, où il y a un champ hormonal qui est créé, et s'il y a une séparation d'un petit, la mère va le sentir en fait, comme un vide énergétique. Ok. Qu'est-ce qui fait du coup que chez les humains, finalement, il y a un stress qui s'installe, qui n'existe pas chez les animaux, puisque, enfin voilà, quand on observe des petits chats, des chiens, voilà, au bout d'un moment, la mère écarte les petits pour qu'ils deviennent indépendants. Qu'est-ce qui a fait que pour nous, ça ne s'est pas passé comme ça? La vie a choisi de s'expérimenter autrement. Moi, je suis toujours avec mes âmes préhistoriques Ouais. et qui me montrent leur évolution. Et donc, en fait, du fonctionnement groupe plus animal jusqu'à un fonctionnement progressivement, je ne vais pas dire près de ce qu'on connaît, mais qui a été le début de ce qu'on connaît. Et une des premières choses qui... Pardon ? De la structure sociale. De la structure sociale et aussi de notre fonctionnement en lien avec la question de Anne-Sophie sur pourquoi est-ce que l'être humain n'a pas le même détachement par rapport à ses enfants et à son entourage qu'un animal. Et la première chose qu'on montre, c'est la notion de croyance, mais croyance en un être supérieur. Donc, je ne sais pas s'ils appelaient ça Dieu ou autre, mais on me montre à partir du moment où l'être humain s'est retourné vers quelque chose qui est considéré de plus grand qu'eux et surtout quelque chose ayant autorité sur eux, qu'il fallait servir. Il y a tout un processus énergétique qui s'est mis en place et qui a créé ces espaces d'information qu'on peut appeler égrégores, sur laquelle l'être humain se connecte et cela perturbe son fonctionnement naturel en lien avec son environnement et ses peurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'intervention extérieure? Oui. Ok, de quel ordre? Alors, je regarde parce que là, je vois les premiers hommes qui se sont tournés vers là-haut. Donc, ils voient bien d'autres êtres qui arrivent et qui sont plus évolués qu'eux. Mais pour l'instant, sur cette scène que je vois, ces êtres sont juste en visite. Ils n'ont pas de visée par rapport aux autres êtres qui vivent sur Terre. Mais rien que le fait d'être vu, qu'il y ait une rencontre, ça a créé une sorte de choc chez les hommes de Cro-Magnon. Et leur façon, donc ils ont eu de gérer ces êtres, c'est de les mettre dans une position à l'extérieur d'eux. Ok. Ça, c'est vraiment les prémices. Il y a une déconnexion, en fait, comme une reconnaissance énergétique, enfin non-reconnaissance énergétique de ces êtres, en fait. Jusqu'à présent, ils étaient vraiment connectés à la matrice de vie, à la Terre, enfin vraiment. Et là, en fait, d'avoir ces éléments extérieurs au niveau énergétique à la Terre, ça fait comme une dissociation de quelque chose qui n'est pas en nous et plus grand que nous. Oui, c'est ça. C'est vraiment une fréquence différente, donc qui a été perçue comme inconnue, donc dissociée de l'environnement terrestre. D'accord. Et là, ça fait un énorme stress. Voilà, c'est là où j'aimerais que vous alliez un peu plus focuser. Qu'est-ce qui se passe dans la constitution de l'être humain
de l'être tout court, dans ses énergies, dans sa constitution propre, qui fait que ça va générer un stress plutôt que un intérêt à se dire tiens, pourquoi pas intégrer ça, pourquoi pas observer, comprendre, raisonner. Pourquoi à ce moment-là, l'être humain bascule dans un stress, dans forcément un champ émotionnel qui fait que, après on connaît l'histoire, il y a une espèce de soumission qui se met, une croyance presque aveugle à ce qui se présente sous ses yeux et à ce qu'on peut raconter et les choses auxquelles il adhère finalement assez facilement. Bon, ma question est très longue. Vous me dites si je vous ai perdu. Alors, moi, je vois des brins d'ADN. Comme si, en fait, la première partie de pourquoi ils ont adhéré, tout ça, c'était, ils n'étaient pas dans le mental ou dans la réflexion. Ils étaient vraiment dans leur champ de fonctionnement lié à la matrice, le programme de la matrice de vie. Et là, ça me montre les brins d'ADN et des informations qui ont été, des informations extérieures qui ont été mises sur ces hommes, en fait, de Cro-Magnon, enfin, préhistorique, on va dire. Et déjà là, ça fait un stress parce qu'il y a du non-soi qui est atterri en soi. C'est une énergie qui vient prendre de la place, presque qui bouscule, donc qui amène dans le temps à une évolution vers plus l'homme moderne, et en même temps reste en permanence cette non-appartenance, en fait, comme si le corps avait quand même un rejet de cette énergie-là au niveau énergétique. Et je sens, en fait, là, je sens dans les mains comme s'il y avait en permanence, tu vois, comme s'il y avait deux fréquences qui devraient être exactement les mêmes, mais qui sont très très légèrement différentes et qui fait un petit bruit de fond. Et là, c'est que c'est pas harmonieux. Donc, en gros, au niveau corps énergétique de l'homme préhistorique que je voyais, c'est très basique, en fait, sa constitution de corps énergétique. Et c'est les nouvelles fréquences donc, qui sont arrivées. Ça n'a pas été, en fait, d'un seul coup. C'est comme s'il y avait une forme, alors c'est un peu d'hybridation entre ces hommes primaires et l'évolution que l'humanité a pris. Et ça s'est fait sur plusieurs générations où il y a eu un transfert, en fait, de l'ADN et de l'énergie, du fonctionnement énergétique primaire, avec quelque chose de plus subtil, de plus complexe au niveau des énergies, des différents corps. Hein. Je parle des corps mental, émotionnel, ça s'est affiné au fur et à mesure. Et il y a eu une intention, en fait, de faire évoluer ces êtres vers une nouvelle branche. Voilà, ben c'est exactement là où je voulais en venir et poser ma question. Merci Julie. C'est qu'il y a donc une sorte de, alors vous allez me le dire, de bridage ou de volonté extérieure de manipuler, entre guillemets, le matériel génétique des premiers hommes pour qu'ils aillent quelque part et qu'ils expérimentent certaines choses plutôt que d'autres, en manipulant certaines réactions, certains comportements. Est-ce que c'est ça? Oui, sauf que moi, la première partie où je vois, il n'y a pas d'intention de mettre en esclavage. C'est comme si c'était une expérimentation de création. Okay. Et ensuite, c'est
dans un second temps où il y a une intention de se servir des spécificités du corps humain pour pouvoir le manipuler. Et donc se servir du corps mental pour inclure les peurs. Ça, c'est très intéressant. Ok, Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose? Ça montre en fait cette intervention, ça a accéléré l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution de ces hommes préhistoriques, elle aurait amené à l'humain, mais selon son propre rythme. Et ce qui fait qu'elle n'aurait jamais été déconnectée de la matrice de vie. Et en fait, le fait d'avoir eu une intervention extérieure, ça a accéléré énormément cette évolution-là. On parle en millions d'années, hein, toi. Mais ça a fait ce que Julie a décrit, quoi. Quel était l'intérêt de trafiquer, entre guillemets, le corps mental, de vraiment le mettre en avant? Quelle était l'intention de ceux qui ont... Que moi, le corps mental, c'est comme si c'était une création, en fait. Que l'être donc développé là, l'être humain spirituel, le corps mental en fait ne devrait pas exister. Que la capacité de réfléchir, de fonctionner avec son mental se situe ailleurs et c'est un autre fonctionnement. Que cette partie-là du corps mental, on me le montre presque comme quelque chose d'artificiel posé autour du corps. Ok, est-ce que tu peux regarder qui? Enfin, qui? Je veux pas spécialement de nom, tu vois, mais en fait, plutôt, quelle était l'intention de départ de ceux qui ont placé ce corps mental artificiel? C'est là, pour le coup, c'est la manipulation des êtres. C'est pouvoir le contrôler. Ah, voilà. Donc, en fait, d'accord. Donc, on a placé ce corps mental comme une interface de contrôle. C'est ça, oui. De contrôle. En fait, par rapport à ce que je te disais, tu sais, avec la différence de fréquence entre la fréquence du premier homme et l'énergie qui est arrivée, ça a laissé un espace. Et dans cet espace-là, c'est intégré, entre autres, le corps mental. Comme si, pour combler cet espace. Et du coup, la peur qu'on a observée, le sentiment de peur, l'émotion de peur qu'on a observée au début, qui était une peur comme un stress, une hypervigilance pour toujours, dans le déséquilibre, trouver l'équilibre. Là, on bascule dans une peur, vous allez me dire, qui est uniquement mentale, c'est-à-dire complètement contrôlée, provoquée extérieurement, et qui finalement fiche le bazar dans tout le reste de la structure énergétique de l'homme. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, parce qu'en plus, le corps mental, il fige les émotions. Il fige les émotions. Tu vois, tu parlais de cette notion de séparation quand on perdait un être cher ou un enfant. Et en fait, dans ces cas-là, l'émotion, elle s'accroche aussi au corps mental et elle est plus difficile à évacuer. Donc en fait, tout le virus de notre structure énergétique, c'est notre corps mental. Oui, le point de rigidité. Ok. Alors, après, si tu remontes, c'est l'espace qui a été artificiellement créé pour accueillir le corps mental. L'espace qui a été artificiellement créé, c'est-à-dire de ce que je te décrivais entre le corps
de l'homme préhistorique qui était complètement connecté à la matrice de vie. C'était arrivé d'énergie qui est venue s'intégrer dans l'ADN et qui n'était pas 100% en accord, laisse cet espace-là. Et de cet espace-là a pu venir se mettre quelque chose de rigide ou d'extérieur ou d'induit comme une porte d'entrée et qui permet, nous, ce qu'on appelle le corps mental, mais finalement une porte d'entrée aussi pour ce qui peut être de la matrice, de l'information pour contrôler. Alors, regardons d'un peu plus près un corps mental. À sa création, et voir un peu comment il est fabriqué et comment il est en lien finalement avec ses contrôleurs, entre guillemets. Moi, ce que je vois, c'est donc tout au départ, ce sont les premiers hommes. En fait, ça a amené donc plus une individuation. Ça a commencé la notion de séparation. Et je vois en fait que quand il y a un événement où ça n'a pas été, et je vois le regard de cet homme se projeter sur l'autre et projeter que l'autre est la raison de son problème. Donc qui commence à faire une séparation et du coup l'autre aussi n'est pas plus reconnu comme faisant partie de son tout. Ok, donc dans le corps mental, on induit l'idée de séparation, d'intérieur, d'extérieur, de dualité. Ouais. Quand tu peux répondre à ta question sur le corps mental, ce que je vois, c'est ça. Mais c'est pas ce que Mélanie a dit, mais comme s'il y avait une paroi invisible qui venait englober le corps mental pour le séparer des autres corps énergétiques. Et je vois comme si c'était des petites connexions, ça pourrait ressembler à une carte mère d'ordinateur, toutes ces petites connexions, et qui venaient solidifier, alors pas en matière, mais en circulation d'énergie. Que l'information dans le corps mental, avec ces structures qui sont installées, ne fonctionne pas naturellement, mais ont des schémas comme ça à suivre, et c'est un peu comme un labyrinthe. Et je vois une information qui n'est pas traitée comme elle devrait le faire, c'est-à-dire qu'elle reste dans ce schéma-là, et ça tourne un peu en boucle, où ça se pose, au lieu d'être diffusé et d'être complètement intégré par tous les autres corps. Ok. Est-ce que c'est dans ce corps mental que sont aussi imprimées toutes les mémoires? Alors, les mémoires vécues dans cette vie, mais dans les autres, est-ce qu'on peut dire aussi que le corps mental, c'est quelque part le corps qui navigue dans l'astral? Est-ce que c'est... Oui? Moi, je vois pas toutes les mémoires. C'est plus les schémas qui sont inscrits dedans. Les schémas? Les schémas, que la mémoire, je veux dire que le costume de l'événement. Et est-ce qu'on peut dire que c'est finalement le corps mental qui est la matrice artificielle? On veut dire qu'il est en lien, oui. Bien sûr. Cette notion mais qui fait aussi la matrice artificielle. Ouais. Ça montre un peu comme quand tu as ta clé USB et que tu as le trou pour mettre la clé USB. C'est l'espace-là que j'ai décrit et créé, et c'est là où on peut venir brancher ce qu'on veut. Ok, d'accord, très bien. Donc, en fait, l'humain a basculé d'une peur finalement créatrice de vie et d'équilibre à une peur complètement fabriquée, mentale, gérée par quelque chose d'extérieur. Ah oui. Ouais. D'accord. Très bien. J'imagine que si ce corps mental a été installé,
il peut être désinstallé. Oui. Ou alors, est-ce que ce corps mental, c'est finalement notre défi de vie ou le défi de la vie sur cette terre et dans cette matrice, de transcender ce corps mental? Est-ce que c'est peut-être le but du jeu? Oui, transcender, c'est plus juste que enlever, Mhm. parce que en fait, il a été enveloppé, mais l'énergie qui est à la base est juste. Juste qu'il y a une intervention extérieure qui en a pris le contrôle. Donc cette notion de transcender est beaucoup plus juste que enlever. Et en effet, c'est en partie le défi de la vie en tant qu'humain, de prendre conscience de ce corps mental, de tous ces schémas qui sont gravés à l'intérieur pour pouvoir s'en libérer. D'accord, ok. Et ça me dit, ouais. quand on arrive à porter sa conscience sur un de nos schémas mentaux Mhm. et de le monter ensuite en fréquence, en Mhm. fait de repérer la petite défaillance, ça permet de libérer progressivement le corps mental. C'est pas on-off, on arrache le corps mental, et tout est bien. C'est se réapproprier son corps mental dans une démarche de l'observer, de voir ce qui est accroché dessus, de reconnaître les programmes qui nous font tourner en rond, et ensuite, une fois que ces programmes sont reconnus, de pouvoir les transcender. Parfait. Mélanie, tu valides, c'est très bien, ça fait parfaitement la transition avec la deuxième partie de mon enquête, donc c'est top.